Édition du 3 mars 2021. Bienvenue à cette autre édition du balado du Centre-Ville. Alexandre Tournier en compagnie de Max Boudreau. Comment ça va, Max? Ah, ça va bien, ça va bien. Je regarde dehors, puis il y a encore de la neige, mais d'après moi, c'est la dernière de l'année. Max, comme tu sais, hier, c'était ma fête. Et pour ma fête, mon garçon m'a donné tellement un beau cadeau. Là. Tu serais jaloux. Une belle nuit de sommeil là, d'une heure et demie à peu près combinée. Donc, il faut savoir, on enregistre ce balado environ à 10 heures du matin. Donc, c'est avec environ une heure et demie de sommeil qu'on enregistre ce matin, mais très heureux de vous retrouver comme à chaque 2 semaines. Une édition très chargée du balado du centre-ville. Ce matin, on accueillera William Archambault pour la toute première fois de la saison. Il a su se faire attendre. Il va participer à un segment que Max, tu as appelé affectueusement les débats Boudreau-Archambault. On va recevoir également le propriétaire de la boutique Pied Géant de Repentigny. Pour les gens qui, comme Max et comme Will également, ont généralement de la difficulté à se chausser. Et en terminant, on va vous parler du phénomène Top Shot, une plateforme en ligne de laquelle on a beaucoup parlé au cours des derniers mois, dernières semaines. Tu peux acheter, vendre des faits saillants de joueurs de la NBA, un peu comme avec des cartes sportives, un marché excessivement lucratif. Et sans vouloir entrer trop dans les détails, il y a un moment, donc il y a un fait saillant de LeBron James, il y a une dizaine de jours qui s'est vendu pour la rondelette somme de 200 000 On parle là, on parle essentiellement d'un marché de 1,8 milliard. C'est complètement fou. On va discuter de ça avec les frères Luc et Philippe Doucet du balado The First Mint. Et comme je le disais, c'est avec un grand plaisir qu'on accueille William Archambault. William, avec qui j'ai eu la chance de décrire le match Warriors-Lakers dimanche. Petite anecdote, si tu le veux bien, avant qu'on commence. On avait la chance de recevoir le designer Pascal Labelle à la demi. Pascal se spécialise dans les manteaux. Il habille Sergi Baca, Corey Joseph, Bismack Biyombo et plusieurs rappeurs, dont Post Malone. Et après notre entrevue, Pascal nous demande est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris vos mesures? On regarde Pascal, je dis non. Pascal sort son ruban qu'il a toujours sur lui. Et là, commence à prendre mes mesures. C'est fait. Là, je pars, je vais me prendre du purel. Je reviens et là, je vois mon Pascal qui disait à William ça paraît que tu t'entraînes, toi. Je regarde Pascal, pourquoi lui? Moi, pourtant, je m'entraîne tellement tous les jours. Regarde à quel point je suis musclé. Mais en tout cas, ça pour dire que c'était vraiment très, très plaisant, cette discussion avec Pascal Labelle. Messieurs, on rentre dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Dimanche, ce sera le match des étoiles. Je serai en compagnie de Peter et de William. Essentiellement, ce sera la même formule pour ce qui est du match que lors des années précédentes. Donc, 3 quarts de 12 minutes, les points reviennent à 0. Entre chaque quart, on ajoute 24 points à la formation qui en a le plus au terme du 3 quarts et ça prend ce pointage-là pour gagner le match. Messieurs, tout d'abord, hier, on a eu une confirmation des joueurs qui vont participer aux divers concours parce que, faites à noter, cette année, le concours d'habileté, le concours de dunk sera disputé le même jour que le match des étoiles. Et tout le monde, évidemment, attend à la demi du match des étoiles le concours de dunk. Les participants, Anthony Simons, Cassius Stanley, Obi Toppin. Lorsqu'on regarde ça froidement, il y a des gens qui se disent pourquoi pas Zion Williamson qui aurait refusé d'ailleurs de participer au match des étoiles. Mais est-ce qu'il ne serait pas grand temps de mettre quelques vedettes dans ce concours de dunk-là? C'est pas chaque année qu'on a la chance de voir des vedettes. Il y a des gens qui vont dire si Jordan a pu y participer, pourquoi les joueurs ont si peur de participer au concours de dunk, messieurs, à commencer avec Max? Pour répondre à ta première question, est-ce que les joueurs étoiles devraient participer? Je pense pas que tu dois imposer à personne de vouloir jouer, de vouloir participer à Dunk ou pas. À la fin, il faut avoir un beau spectacle. Donc, tu as besoin des joueurs athlétiques, puis Dieu sait qu'il y en a dans la ligue. Là. La preuve, on a 3 joueurs, 2 joueurs qui sont recrues, un joueur troisième joueur Simmons de 21 ans. C'est pas les joueurs qui sont les plus talentueux, si je dirais, avec les meilleures statistiques, mais de qu'est-ce que j'ai pu lire sur eux, par exemple, Cassius Stanley est celle-là qui a eu le plus haut vertical jump à Duke. Puis on sait que Zion était là aussi, là, avec un 46 Au pouces. combine aussi, Donc, 44 pouces, ouais. au combine, c'était 44, puis à Duke, je pense, l'année d'avant, c'était 46, puis c'était plus que Zion. Donc, en termes de capacité athlétique, il faut avoir un spectacle.
c'est sûr que tu rajoutes le fait que ça serait un joueur étoile, ben est-ce que les gens regarderaient un peu plus? D'après moi, oui. Mais en même temps, je pense que des joueurs comme LeBron, comme Zion, je pense qu'ils ont plus à perdre qu'à gagner en participant dans un concours de dunk comme ça. Puis écoute, à chaque année, moi, je voudrais voir LeBron, mais ça fait quoi, 18 saisons qu'il est dans la Ligue, puis ça fait 18 fois qu'il y va pas. Donc, je pense que si la tendance se maintient, il le fera jamais. Mais je m'ai hâte d'attendre Will là-dessus. Mais moi, tu sais, moi, je suis de l'avis que faut juste avoir un bon spectacle. Tu peux pas avoir un genre de Chris Anderson qui essaie 17 fois le même dunk. Euh, Ouais. je pense que récemment, on a vu des Aaron Gordon, Zach LaVine qui étaient avec Minnesota à Toronto. C'était un beau spectacle. C'était pas des joueurs étoiles. Oui, avant Vince Carter, c'était des joueurs étoiles. Nate Robinson, il était là pour donner un spectacle. C'était pas un joueur étoile, mais il était petit gabarit, fait que les gens ont embarqué. Mais en gros, je pense que. Un joueur étoile, mais au moins, c'est un joueur que tout le monde connaissait. Ce sont des joueurs que le partisan moyen connaît. Est-ce que le partisan moyen connaît Anthony Simons? Est-ce que le partisan moyen connaît Stanley? Est-ce que le partisan moyen connaît Obi Toppin? Peut-être pas. Mais s'il fait un gros dunk, ils vont les connaître. Ouais, oui, c'est ça, mais on est rendu dans une situation où est-ce qu'il faut regarder. Dans le temps, là, Michael Jordan participait à ces concours-là. On avait Dr. J, on avait toutes les grosses vedettes qui le faisaient, mais on n'avait pas les plateformes qu'on a maintenant avec les médias sociaux, par exemple, où est-ce que les joueurs pouvaient se brander, faire leur marketing aussi extrême qu'on a maintenant. Donc, avoir une plateforme style le concours de dunk, même des années 2000 avec un gars comme Vince Carter, ça lui a donné de la notoriété dans le monde du basket. Même chose avec Michael Jordan. Je ne sais pas si c'est à cause du dunk contest que ça a augmenté la popularité de Michael Jordan, mais ça l'a aidé. Maintenant, comme Max disait tantôt, LeBron, il n'y a pas de besoin du dunk contest pour se prouver. Même chose avec Zion Williamson. Tout le monde connaît Zion. Ça fait depuis qu'il est au secondaire qu'on sait c'est qui. Donc, les vedettes de nos jours n'ont plus besoin de cette plateforme-là pour que les gens à travers le monde les connaissent. On parle de Zach LaVine. Maintenant, on le connaît parce que c'est un joueur qui a en moyenne 30 points par match, est très athlétique et tout, mais en début de carrière, c'était pas une superstar, une vedette. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'au cours des prochaines années, ben, il va y avoir de moins en moins de vedettes qui vont vouloir participer à ce concours de dunk-là. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, changer la façon que la NBA présente ces événements-là, parce que je pense qu'on va tout le temps avoir des nobody qui vont se présenter au concours, puis ça va être un peu moins intéressant pour les partisans. C'est le fun de voir des gros dunks, c'est le fun de voir des dunks spectaculaires, mais ça ne va plus être les vedettes qui vont se présenter dans ces concours-là. Parce que ce qui est dommage, messieurs, c'est que tu as des gens dans la vie, des dunkers professionnels, qui sont meilleurs essentiellement que tous les joueurs de l'NBA qu'on va voir à l'œuvre. Ouais. Donc, oui, c'est bien d'avoir des joueurs de l'NBA. Si c'est vraiment un spectacle que tu veux, je comprends qu'on fait appel à des joueurs de l'NBA parce que c'est le match des étoiles de l'NBA, mais rendu là, fais appel à des gars qui font ça de façon professionnelle. Et là, ils vont sortir des dunks qu'on n'a absolument jamais vus. Moi, je pense encore qu'un dunk qui est réussi par Obi Toppin et le même dunk qui est réussi par LeBron James, les gens vont capoter simplement parce que c'est LeBron. Les gens veulent voir les joueurs vedettes et pas nécessairement les meilleurs dunkers de la NBA. Messieurs, est-ce que vous aimez le format du match des étoiles qui a changé, évidemment, il y a un an? Je pense qu'on va être unanime. Il y a un an, ça a été un des meilleurs matchs des étoiles, je dirais, des 20 dernières années. Êtes-vous heureux que l'NBA soit revenu avec cette formule-là encore une fois cette année? Oui, ben c'est sûr, ça hausse le niveau, je pense, de compétitivité, puis ça rajoute là un peu. C'est pas juste l'équipe qui va marquer 160 points le premier va gagner, là, 160 à 158. Fait que ça te rajoute, puis je pense que l'année passée, on l'a vu, là, même Kyle Lowry a pris une faute offensive là, dans un match des étoiles, là, ce qu'on voit jamais. Là, donc, ça a démontré. La seule chose que j'aimerais, c'est de garder le même format, mais essayer de vraiment garder l'Est contre l'Ouest. Je sais qu'on essaie de garder on a fait 2 capitaines, les capitaines choisis, ça fait un peu de drame. Est-ce que LeBron va choisir Kyrie? Est-ce qu'il va choisir un tel? Est-ce que Giannis va choisir James Harden? Ça fait un peu de
de potin, je t'aurais dit, Pas de ouais. drame. Mais faudrait quand même dire, essayer de garder ça l'Est contre l'Ouest, parce qu'on dirait là maintenant, c'est juste c'est 12 joueurs contre 12 joueurs. C'est sûr que le concept est bon, mais je l'augmenterais un peu. On en a parlé lundi. Moi, je mettrais des alignements à 15 joueurs de chaque côté, mais je prendrais les 15 joueurs de l'Est contre les 15 joueurs de l'Ouest. Tu reviendrais à la source, finalement. C'est juste qu'on rajouterait 3 joueurs de plus dans chacune des équipes, des alignements. Puis ça serait bien parce qu'il y a des joueurs, par contre, qui auraient dû être nommés au sein des équipes étoiles. Par exemple, Fred VanVleet, qui a été snobé et qui ne participe pas au match des étoiles. Les Raptors sont quoi? 5-6e en ce moment. Lui aurait dû être là, mais parce qu'il est dans un plus petit marché, n'a pas pu être considéré ou les gens n'ont pas voté pour lui. Mais pour revenir à ta question, Alex, par rapport à la façon que c'est monté, moi, je trouve ça vraiment cool. L'année passée, au début, on se posait la question, ça vaut-tu vraiment la peine de faire ça comme ça? Ça change tout le format du basket. Elam Ending, on se disait, ben là, ça fait des années qu'on joue au basket de cette façon-là. Pourquoi on va le changer avec cette nouvelle façon de faire? Puis en fin de compte, je me souviens, on était debout là, devant la télé en train de regarder le match. On n'a jamais été aussi excité pour un match des étoiles. Et comme Max, tu dis, là, avec le charge de Kyle Lowry, la seule chose que j'ai trouvé un peu plate l'année passée, c'est qu'on a terminé le match avec un tir de lancer franc. C'était un peu ordinaire. C'est une des choses négatives de cette façon-là. Mais en général, c'est quand même très, très intéressant comme format. Le problème que je vois cette année, c'est que les joueurs, la majorité d'entre eux, ne voulaient pas un match des étoiles. Okay? À cause des différentes raisons que j'ai mentionnées lors des derniers épisodes ou les fois qu'on était à la télé. Donc, c'est un peu... ça, c'est une chose. Les gars, s'ils se donnent à 100%, ça devient compétitif. Les gars, c'est des gars qui sont compétitifs de nature. Donc, tu augmentes les possibilités d'avoir des blessures parce que les gars sont fatigués. Ils n'ont pas eu assez de temps de repos entre les deux saisons. Donc, ça peut augmenter certaines, je te dirais, soucis ou de craintes. Mais quand on regarde le concept, moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien. Surtout William, qu'on joue essentiellement dans la NBA depuis le début de la saison à chaque 2 jours. Par contre, Max, on en a parlé un peu lors de la diffusion du match de lundi. Si jamais on devait faire passer le nombre de joueurs par équipe de 12 à 15, je suis pas certain que je veux avoir un joueur par équipe. Je prendrais quand même les 15 meilleurs joueurs de chaque côté. S'il y en a 3 par équipe, il y en a 3 par équipe et ça ne me dérange absolument pas. Non, c'est ça. C'est juste que tu prends les 15 meilleurs, puis c'est sûr que tu vas avoir moins. Je regarde sur le site Internet, ils font des all-snob teams, juste pour te dire, t'as VanVleet que Will a parlé, mais DeRozan aussi, son équipe les Spurs sont 5e dans l'Ouest, ils n'ont pas de joueurs au match des étoiles. Je dis pas ça que chaque équipe devrait avoir un joueur, mais je dis que en augmentant à 15 joueurs, ben, tu aurais peut-être moins de joueurs qui tomberaient dans la catégorie snob. Quoi qu'il y en aurait tout le temps, là. C'est sûr, il y aurait un débat tous les jours, mais je pense que... C'est sûr et certain, mais regarde Trae Young, par exemple. Trae Young, presque 30 points par match ou 28 points par match et ne participe pas. Puis je comprends, c'est parce que son équipe n'est pas extraordinaire, mais tu compares avec Nikolai Vucevic, par exemple. Son équipe est avant-dernière dans la conférence de l'Est, puis lui a été sélectionné au match des étoiles. Donc, des fois, il n'y a comme pas de logique. C'est souvent les partisans qui vont pousser pour un certain joueur. On a vu en plus, par exemple, Caruso, qui a reçu plus de votes que des bons joueurs qui devraient être, qui devaient être dans l'alignement du match des étoiles. Donc, tu sais, des fois, c'est un peu plate pour les superstars qui sont pas des gars qui sont très populaires. Tu sais, par exemple, un joueur comme Damian Lillard. Damian Lillard, c'est une vedette, là. Mais parce qu'il est dans un plus petit marché, parce qu'il est moins flamboyant que d'autres, parce qu'il est moins, je sais pas, vocal en général, que ce soit sur les médias sociaux ou à la télé, ben, il est moins populaire que d'autres joueurs qui le sont plus que lui. Écoute, honnêtement, j'ai une proposition, je pense, pour la NBA qui serait peut-être bonne. Je ne suis pas certain que les gens de la NBA nous écoutent présentement, mais pourquoi pas faire un tournoi à 3 équipes? Donc, tu prends les 2 formations de 12 et tu fais une 3e équipe, vraiment l'espèce de all-snob team. Donc, tous les meilleurs joueurs qui restent.
Et là, tu fais jouer cette formation. Ben, en fait, tu fais un tournoi à 3 équipes. Et cette troisième formation-là aura quelque chose à prouver. Et j'ai l'impression que ça ferait monter le niveau d'intensité du match des étoiles d'un cran. Donc, essentiellement un peu copier, entre guillemets, ce que la Ligue nationale de hockey fait avec son mini-tournoi avec plusieurs formations. Messieurs, passons maintenant aux Raptors de Toronto. Comme tu l'as dit, William, il n'y a pas de membres des Raptors de Toronto qui participera au match des étoiles. On avait Siakam et Lowry la saison dernière. On s'attendait peut-être à voir Fred VanVleet sans succès. Les Raptors de Toronto vont vraiment mieux par les temps qui courent. Au mois de février, le meilleur mois de la saison. Bon, évidemment, la saison a commencé au mois de décembre, mais quand même, déjà 9 victoires contre 5 revers. Et parmi ces victoires-là, on a Brooklyn dans un match excessivement bizarre disputé sur les zones de RDS, alors que Kevin Durant n'était pas supposé jouer, est arrivé au premier quart et a quitté finalement plus tard dans le match en raison de la COVID. 2 victoires contre Milwaukee, une contre les 76ers. Et là, la COVID s'est mise de la partie chez les Raptors de Toronto. Pascal Siakam n'a pas disputé le match contre Houston. Ce soir, à compter de 19h, on présente le match entre les Raptors et les Pistons, match qui a été reporté d'hier, donc de mardi à mercredi. Là, ce soir, VanVleet, Anunoby, Mecca, Flynn ont tous fait leur entrée dans le protocole de la COVID hier, donc ils ne joueront évidemment pas. La pause du match des étoiles arrive à un très bon moment pour les Raptors. Et là, on est essentiellement à la mi-saison. Quel bilan, quelle évaluation vous faites des Raptors de Toronto, messieurs? Parce que je suis certain que du côté des Raptors, on est en train d'évaluer nos options. Qu'est-ce qu'on fait en vue de la date butoir des transactions? Et l'évaluation que va en faire Masai Ujiri va avoir un impact sur la date butoir des transactions. Donc, j'aimerais vous entendre, à commencer par Max, à savoir, bon, quelle évaluation tu fais? Est-ce que les Raptors, ce sont les Raptors du début de saison, qui sont les vrais Raptors, ou ce sont les Raptors du mois de février? Ben, moi, je te dirais, je pense exactement les Raptors sont où ils devraient être avec les pertes qu'on a eues pendant la saison morte. T'sais, on joue pour 500. L'Est est un peu plus faible que l'Ouest cette année, mais on est 6e. Donc, exactement, je pense, où je les avais classés au début de la saison. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que les Raptors, c'est l'équipe du début de saison du mois de février? Moi, je te dirais que c'est exactement le mélange entre les deux. Tu fais la moyenne des deux, puis c'est à peu près ça. Une équipe qui joue 500, une bonne petite équipe, comme on peut dire, mais on a des performances en dessous des attentes. C'est Siakam, comme je te dis, c'était un joueur étoile l'année passée sur le 5 partant dans le match des étoiles. Cette année, 20 points par match seulement. VanVleet joue un peu mieux, Chris Boucher joue un peu mieux, mais il manque quelque chose. Là. Il manque... moi, je pense qu'on va se battre pour faire les séries. Ça va être serré pour le reste de l'année. C'est sûr qu'on fait face à beaucoup d'adversité cette année versus peut-être d'autres équipes en termes qu'on n'est jamais à la maison, entre guillemets. Donc, c'est toujours des matchs sur la route. Les joueurs ne sont jamais chez eux entre deux matchs. Ils ne sont pas avec leur famille, ils ne sont pas dans leur maison et tout ça. Donc, ça, c'est sûr que ça rentre en compte à la fin. Mais je pense que les Raptors sont une équipe qui joue pour 500. Donc, c'est pas la meilleure équipe, mais pas la pire. Puis c'est une moyenne des deux là, avec qu'est-ce qu'on a vu au début puis qu'est-ce qu'on voit là, dernièrement, là, peut-être 2 semaines qu'on a battu Milwaukee back-à-back, qu'on est allé battre les Sixers aussi dans la même semaine. Parce que, tu sais, William, Max dit que c'est une bonne petite équipe, mais lorsqu'on regarde ça, tu as 2 victoires contre Milwaukee, tu en as une contre Brooklyn, tu en as une contre les Sixers. Et là, le danger, est-ce que c'est de se dire, bon, on est capable de battre les meilleures équipes, let's go, on y va all-in, puis on va aller chercher une autre pièce à la date butoir des transactions, ou tu penses que ces victoires-là, justement, c'est comme un piège, on n'est peut-être pas si bon que ça, du moins, peut-être qu'on est capable de battre Milwaukee 1 ou 2 fois, même chose pour les Sixers, mais dans une série 4-7, ça va être excessivement difficile. Je te dirais, le problème, c'est que cette année, c'est vraiment pas une année commune. Toutes les équipes jouent pour 500. Donc, c'est pas facile pour les Bucks, c'est pas facile pour les Nets, c'est pas facile pour Boston, par exemple. Boston qui ont vraiment des difficultés cette année. Et le Heat aussi qui est en finale. Le Heat aussi. Le Heat, par exemple, qui ont eu des difficultés en début de saison puis qui se sont rétablis, je te dirais, au cours des dernières semaines. Mais en général, quand tu regardes ça, Masai, Bobby Webster sont dans une situation quand même assez difficile. Probablement qu'ils se disent en début d'année, mais regarde, si ça tank, ça va vraiment mal, comme on a eu en début de saison,
bien, c'est facile. Notre choix, nos décisions vont être déjà prises pour nous. On va échanger certaines pièces pour rebâtir. Mais ça, il n'y a pas peur de rebâtir, là, puis d'aller chercher des jeunes joueurs, du jeune talent. Le problème avec ça, c'est que tu as commencé à battre Boston, tu as commencé à battre Milwaukee, les Nets, des bonnes équipes, les 76ers. Sauf que, encore une fois, cette année, c'est pas une année commune. Tu mets ce qui se passe en ce moment avec le noyau des Raptors qu'on a là 2 ans, par exemple. Probablement que les Raptors n'auraient pas été aussi bons ou compétitifs qu'ils sont là en ce moment parce que la stabilité des équipes, par exemple, de Boston, Milwaukee, Brooklyn, aurait été meilleure et ça leur aurait comme augmenté par exemple, leur capacité de gagner plus que qu'est-ce qu'il y a là à cause des effets négatifs de la pandémie. Donc, c'est très difficile pour Masai et Bobby de prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait à la date des échanges? D'après moi, ça va être statu quo. Sauf si, par exemple, Kyle Lowry, lui, il se dit ça me tente de partir. Kyle Lowry, je pense pas qu'il veut partir. Il est bien avec cette équipe-là. Donc, ils vont rester de même puis ils vont essayer de compétitionner jusqu'à la toute fin cette année. William, on avait tellement de sujets à aborder avec toi ce matin. Il reste très, très peu de temps, malheureusement. En terminant, j'aimerais peut-être, messieurs, que vous nous donniez votre joueur le plus utile, non pas de la saison, mais quel est le joueur qui sera nommé le joueur le plus utile à son équipe au match des étoiles, qui, on le rappelle, sera disputé dimanche à compter de 18h30 sur les ondes de RDS. À commencer par Max Boudreau. Ben, ça va être simple. On en a parlé lundi. Moi, je pense que le joueur étoile cette année, c'est Embiid, puis ça va être lui qui va démontrer qui est rendu le meilleur joueur de la Ligue. Écoute, son ego est plus gros que son 7 pieds. Puis je pense qu'en étant big man, il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter à l'intérieur. Puis je pense qu'il va vouloir démontrer que sur le plateau du match des étoiles, ben, c'est lui la plus grande étoile. Et la seule chose, c'est que c'est pas lui qui monte le ballon. Donc, il faut que quelqu'un lui donne la balle, qui est toujours difficile pour un big man. Je peux en parler. Mais d'après moi, ça va être Joel Embiid. William? Ah ben, tu l'as dit, Max. Habituellement, les big men n'ont pas le ballon dans des matchs des étoiles, sauf si on leur donne vraiment la balle. Joel Embiid, c'est le genre de gars qui va probablement aller voir le meneur de jeu puis il va y arracher le ballon pour aller marquer des points. C'est ça qu'on pourrait peut-être même voir. Par contre, moi, je verrais un joueur comme James Harden prendre le dessus, un joueur qui a le ballon dans les mains, il va décocher 5, 6, 7, 8, 3 points d'affilée. On voit des Kawhi Leonard des fois qui peut devenir très chaud. On l'a vu l'année dernière lorsqu'il a compétitionné dans le match des étoiles. Giannis Antetokounmpo, c'est un grand qui marque beaucoup de points et qui peut manier le ballon. Donc, c'est plus un joueur comme ça. Plus de points qui va pouvoir potentiellement être nommé MVP du match des étoiles. William Archambault, merci beaucoup pour ton temps ce matin. Puis on se retrouve dimanche pour la présentation du match des étoiles ainsi que des compétitions d'habileté de la NBA avec Peter Yiannopoulos à compter de 18h30. Donc on se revoit dans quelques jours, William. On se revoit. Salut, Will. Bye-bye. Yes. Max, on va se le dire, dans la vie, là, j'ai jamais eu de difficulté à trouver des chaussures. Je porte du 10,5 ou du 11. C'est assez commun, même du 10 parfois. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde, hein? Dont toi, entre autres. C'est pas vraiment si vieux que ça, mais quand même d'acheter des chaussures de basket lorsque tu étais jeune, ça devait quand même être pour toi une expérience frustrante ici au Québec. Ben, pas juste des souliers de basket, tout en général. Avant l'arrivée de l'Internet, puis de bien comprendre que c'était difficile de s'habiller, de chausser. Puis de savoir que, écoute, tu vas aux États-Unis et tu es capable d'en trouver, c'était extrêmement difficile. Puis, je sais que v'là déjà 2 podcasts, vous parliez de chaussures, ou 3 podcasts, vous parliez de chaussures avec Meeker, puis des paires à 1000$. Mais moi, j'ai toujours dit, peu importe la couleur, peu importe le modèle, si je trouve des 15, je vais les acheter parce que ça se peut que je les retrouve plus par la suite. Donc, pour parler justement de chaussures de toutes sortes, dont les chaussures de basketball, des chaussures de grande pointure, on accueille avec grand plaisir le propriétaire de la boutique Pied Géant, située à Repentigny, David Dubois. David, merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Tu l'as vu, j'ai posé la question à Max, à quoi ça ressemblait de se chausser à l'adolescence, surtout pour toi, qui est un big man aussi, 6 et 10, tu portes du 16, on est environ du même âge. Pour toi,
Ça ressemblait à quoi, cette expérience-là de se chausser quand tu portes du 16? Ça, on est la génération qu'on prenait des photos. Hein? On allait faire développer ça à la pharmacie locale. Puis quand je regarde il y a déjà été une mode de faire imprimer des photos, tu regardes nos bas de pantalon, puis tu réalises que le struggle était là. Je ne sais pas comment ma mère a fait. Elle magasinait, elle faisait le tour de l'île de Montréal. Je me rappelle à mon bal de finissant, elle avait été dans un magasin de chaussures italien là, dans le bout de Westmount pour me trouver une paire qui a de l'allure, mais c'était vraiment difficile. Même si je dis qu'il y a déjà eu des bannières différentes au Québec, il y a eu des magasins qui ont déjà émergé comme le Monde des athlètes, Super Monde des athlètes, tu sais, pour pas lancer de roche à personne, mais Foot Locker a déjà été autre chose, mais aujourd'hui, c'est dans le tournant web, la vente au détail, a pratiquement éliminé ça au complet. Puis, tu vois, déjà, je le vivais plus jeune, puis il y a un peu plus que 10 ans, j'ai ouvert le magasin Pieds Géants pour régler ça pour les hommes. Puis, éventuellement, ce qui a été merveilleux, ma récompense, ça a été que j'ai hérité d'une clientèle de femmes aussi qui avaient le même problème. David, il faut dire que tu as un très beau parcours de basketball. Tu joues avec les Nomades de Montmorency. Tu as une bourse pour aller jouer à l'Université du Maine. J'imagine que au Maine, entre autres, ça devait être plus facile de se chausser qu'ici au Québec. Oui, en fait, c'est là que l'idée vient originalement, parce que pour Max et d'autres là, qui ont fait un peu de temps aux États-Unis, tu te rends compte que tu peux être dans un petit patelin puis aller au magasin de chaussures locales, puis quand tu dis 16, 15, grandeur 14, 15, 16, etc., peut-être qu'ils n'en ont pas tant que ça, mais ça ne fait pas peur aux vendeurs. Ici, je te garantis que tu vas à un des gros centres d'achat du Québec, qui est le Carrefour Laval, ou tu t'en vas à Québec, tu sais, Place Laurier, peu importe, puis va à n'importe quel magasin et dis bonjour, qu'est-ce que vous avez en chaussures sport 15? Ben, je vais te dire, pratiquement 100% du temps, les gens vont te regarder bizarre ou ils vont te dire, désolé, on n'en a pas. Fait que c'est une drôle de réalité. Là, je vends ma business pour ceux qui sont intéressés. Il y a de la place pour d'autres, c'est sûr, mais c'est un peu ridicule quand on a ce genre de grandeur de pied-là. Max, je suis certain que tu as une foule de questions pour notre invité. Écoute, moi, je connais ton magasin, ça fait longtemps qu'on se connaît. En tant que big man, c'est sûr que écoute, je suis déjà allé à ton magasin, je pense 6 fois déjà en 6 ans. Mais t'as pas juste des souliers de basket, là. T'es rendu, comme tu le mentionnes, là, au début, c'était peut-être juste pour les hommes, mais t'as une clientèle de femmes. Peux-tu un peu nous parler de qu'est-ce que tu vends dans ton magasin? C'est sûr que c'est des souliers, mais je pense que tu as d'autres choses également. Oui, absolument. Puis j'aimais votre intervention juste avant là, par rapport à la Ligue, puis ça. C'est vrai que j'ai débuté il y a à peu près une dizaine d'années que pour hommes, puis j'étais juste dans le sport, mais comme dans toute chose, il faut évoluer. Fait que maintenant, il y a des choses qui attirent énormément mon attention qu'au début, dans un jeune commerce au détail, je pensais miser que sur les chaussures de basket. Aujourd'hui, je dois avoir beaucoup, puis tout le temps des produits de sécurité. C'est niaiseux, hein? Mais je veux dire, il y a des types de bottes d'hiver, il y a des gens qui font du plein air. Éventuellement, il faut que tu t'intéresses à tes acteurs. Hein? Fait que tantôt, quand vous parliez de la Ligue, puis de l'évolution, puis des fois des modifications, qu'est-ce qui marche pas, comment les gens le perçoivent, oui, il a fallu que je fasse ça parce qu'on a tout. On essaie d'avoir toutes les marques, mais des fois, on explique aussi aux gens ou aux jeunes, on aimerait avoir ces grandeurs-là dans la marque que vous voulez, mais si la marque n'est pas intéressée à faire des pointures, on ne l'aura pas. Fait que sur le site web piedgéant.com, vous voyez nos 40 marques. Puis généralement, on a tout, mais bien sûr, il y a toujours un manque à aller chercher, puis on essaie de s'améliorer. On est rendu meilleur. Parle-moi un peu, David, d'où vient cette idée-là de pied géant? Lorsque tu as quitté le Maine et que tu t'es emmené au Québec, ça n'a pas été ton premier projet, mais je pense que tes études, notamment ta dernière année au Maine, a fait en sorte que le volet numérique, du moins de pied géant, c'est peut-être là d'où est provenue l'idée? Ouais, l'idée originale, c'était d'avoir eu de la facilité à me chausser dans mon temps aux États-Unis, de revenir au Québec. Moi, j'ai débuté en vente, surtout, puis de juste m'habiller puis me chausser, c'était un vrai calvaire. Fait au début, l'idée originale, en fait, c'était d'avoir un sideline. C'était une espèce de hustle que je m'adressais à des amis comme Max ou peu importe,
qui avaient les mêmes besoins que moi, puis je leur trouvais à travers des sites web, des modèles. Puis éventuellement, je me suis tanné de ma job autant que je me suis tanné de cette façon de faire qui était irrégulière puis qui était difficile d'avoir du stock. Fait que j'ai commencé à prendre des sous-personnels puis à me dire, je vais louer un local, je vais aller chercher les compagnies qui m'intéressent puis je vais débuter dans ça. J'ai étudié en marketing. Le projet final de mon année senior était justement un modèle web. J'ai fini en 2005, le Facebook de ce monde, puis Amazon, il y a eu un gros réveil entre le 2000 puis le 2005. Le 2003-2005 est quand même important pour beaucoup de plateformes d'aujourd'hui. Et je pensais faire qu'un site web avec un entrepôt, puis éventuellement, comme au Québec, on n'est pas au même niveau de consommation web qu'ailleurs dans le monde, surtout pas aux États-Unis. Il y a certaines compagnies qui n'étaient pas prêtes pour un magasin qui était entièrement web. Donc, il a fallu que je joue en local. J'ai débuté comme ça. Puis, bonjour à ma conjointe, Laurélie, qui vient d'entrer. Allô? Écoute, David, c'est arrivé à Max, je pense, il y a 1 mois. Donc, c'est bien correct. Ouais, ça arrive tout le temps. Écoute, c'est la nouvelle réalité. Il faut vivre avec. David, peut-être une dernière question avant qu'on se quitte. Ça fait déjà 10 ans que ton magasin est parti. Quels sont tes projets peut-être en court terme, moyen terme? Est-ce que on sait que tu as un magasin à Repentigny, on sait que le web fonctionne très bien. Est-ce que vous pensez d'ouvrir peut-être une autre succursale dans la région de Québec ou ailleurs à Montréal? Ou qu'est-ce qu'il y a pour toi qui s'en vient? Ça, c'est toujours en trame de fond, l'expansion. Quoique la dernière année, je ne vous cache pas, comme beaucoup de gens dans le monde au détail, nous a comme donné une bonne leçon d'humilité. Max, tu vas être très content de moi. On est officiellement rendu dans le vêtement. Fait que je vais être Monsieur Tall aussi. Je vais être Monsieur Grand Vêtement. Fait qu'on va être pieds géants et Grand Vêtement. Fait que là, je fais une blague, mais ça, c'est vraiment la nouvelle avenue qui est en train de nous propulser pour devenir éventuellement, c'est ça, un tout en un. Ça avait été beaucoup demandé. Puis, pour le reste, écoute, c'est comme dans le reste de la vie, c'est comme dans la game, hein? On apprend à chaque bon coup, à chaque moins bon coup, mais je suis content, c'est ça, plus que 10 ans, puis un nom qui reste. Je suis enchanté des résultats. Disons que c'est une belle récompense après le basket, quand au début, j'avais beaucoup de difficultés à trouver dans quoi m'orienter, là. David, en terminant, qui va à ton magasin? Est-ce que le fait que tu as une boutique en ligne maintenant, les gens se déplacent moins ou tu as encore des gens là, qui viennent de Sept-Îles, qui viennent de Québec pour justement trouver des chaussures à leurs pieds? Oui, en 2 volets, Alex, ta question, ce qui nous a sauvés dans la dernière année, c'est le web, beaucoup. Ça fait 7-8 ans qu'on était avec un site web en temps réel. Ça a aidé à payer les factures de fonds. Pour le reste, il y a un gros côté traditionnel qui reste au Québec où est-ce que les gens, beaucoup, comme tu dis, de l'extérieur, préfèrent encore venir. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de faire venir pour 200, 400, 500 pièces de chaussures puis devoir renvoyer la totalité. Mais la fin de semaine, je veux te dire, c'est surprenant, puis c'est même rigolo des fois de savoir que des gens sont partis si tôt le matin, je sais pas, du Saint-Georges-de-Beauce ou de Saguenay, puis ils se trouvent une raison pour aller magasiner dans le coin de Montréal, autre chose, mais en fait, leur arrêt est vraiment ici au magasin de chaussures. Fait que c'est toujours bien cute. Merci beaucoup, David, pour ton temps ce matin. On invite les gens à aller sur piedgéant.com pour aller acheter leurs souliers de grande pointure. Vous avez des pointures entre quoi et quoi, généralement? On commence à 14 pour hommes jusqu'à 21, puis on commence à 11 pour femmes jusqu'à 14. Parfait. Donc, piedgéant.com, encore une fois, David, merci pour ton temps ce matin. Hey, merci, salut, les gars. David. Merci. Hein? Salut, à la prochaine. Bye. Max, tu parlais du balado avec Mika. On a parlé de chaussures. On a parlé également de cartes sportives. On a tous collectionné à un moment donné des cartes sportives, surtout dans notre jeunesse. Un marché qui a explosé pendant la pandémie. Mais l'avenir des collections se trouve peut-être ailleurs. Peut-être pas dans les cartes physiques, mais dans le numérique. Et la NBA s'est lancée là-dedans en 2019 avec Top Shot. Et là, je suis certain qu'il y a des gens à la maison qui entendent le mot Top Shot pour la première fois de leur vie. Pour vous donner une idée, là, il y a un des faits saillants, comme je l'ai dit, de LeBron James, il y a une dizaine de jours, qui s'est vendu pour 208 000 $. C'est un marché de 1,8 milliard de dollars. Qu'est-ce que Top Shot? On va répondre à cette question-là aujourd'hui. Et pour répondre à cette question-là, on accueille 2 experts en la matière.
Luc et Philippe Doucet, qui ont leur propre balado appelé The First Mint. Et leur compte Twitter est suivi par près de 27 000 personnes. Merci pour votre présence aujourd'hui, les gars. On va répondre à la grande question ensemble. Qu'est-ce qu'est Top Shot? Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer aux gens à la maison qui ne savent pas du tout c'est quoi, en quoi ça consiste, Top Shot? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Absolument. Puis ça fait plaisir d'être ici, les gars. C'est le fun de passer sur RDS, puis aussi pour passer le basket un petit peu aussi. Alors, Top Shot, c'est comme les cartes numériques, c'est comme les cartes normales, mais à la place de juste être une carte, c'est comme un highlight de LeBron. Alors, disons, c'est un dunk, un bloc ou bien je sais pas, un autre play de basketball. C'est un jump shot, un layup, n'importe quoi. C'est juste un play d'il y a quelques années, ou bien de l'année passée, ou bien de la semaine passée, où là, ça passe comme c'est 10 ou 15 secondes. Alors, tu regardes ça, c'est comme aller à YouTube puis le regarder, mais au lieu, c'est d'en forme comme carte numérique. Puis là, toi, tu l'as dans ton compte. Alors, dans le sens de blockchain, ça t'appartient à toi. Puis là, tu collectionnes ça, puis tu peux acheter ça, ou bien les échanger avec tes amis, ou bien échanger avec les gars sur Top Shot, ou bien moi puis Philippe, on peut s'échanger des LeBron puis des Kevin Durant autant qu'on veut. Puis en plus de ça, chaque carte a une édition limitée. Alors, il y a des LeBron où il y en a seulement 50, il y a des LeBron où il y en a 12 000, ou bien bientôt 25 000. Alors là, tu as plus comme une économie dans le jeu où il y a certaines cartes où il y a plus, disons, c'est plus rare, disons, que les autres cartes. Mm-hmm. Alors là, on peut se débattre, nous autres, on peut se dire, OK, toi, t'aimes-tu plus ça, le LeBron three-pointer ou bien le LeBron dunk? T'sais? Puis là, on peut regarder le highlight puis jaser comme ça. Alors, c'est un petit peu comme dans les débats disons, de sport, où que dans le hockey ou quoi, on dit c'est quoi le plus beau but jamais de Wayne Gretzky, genre. Mais là, on peut faire ça dans une économie, dans un marché boursier où il y a des milliers de gens qui décident c'est lequel qui est le mieux. Alors, c'est comme ça, Top Shot. C'est ça qui est créé. Vraiment, pour moi, il n'y a rien comme ça. J'ai vraiment jamais vu une affaire comme ça où c'est un marché boursier, mais avec des joueurs, puis avec des plays où on a des émotions qui sont attachées au play. Philippe, toi, qu'est-ce que t'en penses de Top Shot? Non, ben moi, c'est plus que, ça veut dire, ça fait depuis qu'on est des enfants qu'on collectionne des cartes, nous autres, des cartes physiques. Et puis là, c'est mon fils, moi, qui commence à collectionner les cartes physiques. Mais là, on a découvert ça, Top Shot. Et puis, lui, il faisait les cartes physiques, puis moi, je fais le Top Shot. C'est beaucoup plus facile de faire Top Shot parce que lui, il passe des journées à garder ses cartes dans des bonnes places. Il envoie ça aux États-Unis pour avoir une grade de 10 ou de quoi. Ça prend des mois faire ça, envoyer ça aux États-Unis, puis leur recevoir la carte. Là, il faut que tu la mettes sur le marché. Faut que tu attendes ton paiement de quelqu'un d'autre. Là, tu envoies ça par la poste. Je veux dire, ça prend 6 ou 7 mois pour vendre une carte. Mais avec Top Shot, il y a un marché qui est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine, qui est disponible à n'importe qui. Puis tu peux vendre des cartes, tu peux acheter des cartes, c'est disponible à tout le monde. Donc, c'est beaucoup plus facile que les cartes régulières. Un bon exemple d'un moment qu'on peut appartenir maintenant qui serait très intéressant pour beaucoup de personnes, c'est le seul moment de Vince Carter qui est disponible sur Top Shot dans le moment, c'est ses derniers points dans la ligue. C'est le three-pointer qui a fait. C'est ça, ses derniers points dans la ligue. Puis la valeur de ça, parce qu'il y en a seulement, je pense, quelques mille ou de quoi, c'est rendu dans les 4 ou 5 000 $. Au début, quand moi je suis arrivé, c'était juste à quelques centaines. Mais c'est juste un exemple, ça, de la popularité de Top Shot maintenant. Puis quelque chose comme ça, nous autres, on est des partisans des Raptors. Un moment comme ça, pour un joueur comme Vince Carter, qui a eu une grosse impact à Toronto, ça vaut beaucoup. Puis c'est facile à tenir, c'est ça. Je pense que les gens à la maison vont l'avoir deviné. Bon, vous êtes des frères. Luc, tu habites à Vancouver, tu es producteur de pub télé. Philippe, tu es à Toronto, tu travailles dans les services financiers. Comment vous êtes tombés? Comment vous êtes atterri dans l'univers de Top Shot? Parce qu'honnêtement, moi, j'ai redécouvert Top Shot. Je me souviens avoir lu un communiqué de presse il y a plusieurs mois qui annonçait la venue de Top Shot, donc en 2019. Mais c'est en recherchant une carte physique de Luguensdorf que je suis retombé sur Top Shot. Et là, j'ai vu les prix. Et la première fois que j'en ai parlé à Max Boudreau,
Max me regardait comme si je parlais chinois. Mais comme ça, là. Je comprends comment vous êtes atterri? Comment vous êtes atterri dans l'univers Top Shot? Qu'est-ce qui vous a plu immédiatement là-dedans? Je vais te dire, Max, ta réaction, là, ça, c'est normal, ça, parce que les gens, ils comprennent pas ça. C'est difficile de comprendre parce que pourquoi faire ça? Pourquoi? Je peux l'écouter à YouTube. Alors, encore comme ça. C'est encore comme ça, c'est ça. Il y a plusieurs phases, disons, d'apprendre le Top Shot. Tout ce que ta première réaction, c'est comme ça, pas de bon sens, ça. Je comprends pas. Mais la phase 5, c'est que tu es là à chaque soir, tu es là 18 heures par jour à ton ordinateur à regarder le Top Shot. Moi, j'ai commencé ça au mois de septembre, alors avant la plupart des gens qui sont là, parce que moi, je m'intéressais au blockchain. Alors, je commençais à juste lire un petit peu comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qu'on peut faire sur le blockchain. Puis là, j'ai découvert Top Shot, puis je me dis, hey, wow, j'adore le basketball. Alors, si là, il y a une application, est-ce que c'est blockchain puis basketball? Alors, je vais m'intéresser. Alors, j'ai commencé à apprendre, puis soudainement, ça a commencé à grandir. Mais après ça, au mois de novembre, dans l'off-season, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais là, alors que la saison a commencé au mois de décembre, là, ça a commencé à grandir. Puis là, on est rendu à, je pense qu'il y a 200 000 personnes qui sont sur le Top Shot. Puis Philippe, mon frère, pour des mois, je lui ai dit qu'il faut qu'il vienne sur le Top Shot, qu'il va vraiment aimer ça. Puis finalement, il s'est joint au mois de janvier. Puis à ce point-là, comme tout le monde d'autre qui joint au Top Shot, il s'est dit « Ah, ben là, je suis bien trop tard. J'avais la chance d'acheter le Vince Carter pour 20$ au mois de septembre. Puis là, il est rendu 400$. Mais au moins, il est rendu. Là, il est 4 ou 5 000 maintenant, c'est ça. Ouais, c'est un peu différent avec moi parce que moi, ça m'a vraiment pris. Luc l'avait mentionné, mais j'ai pas pris ça au sérieux. Ça a pris son podcast. Je suis un gros partisan des podcasts. J'ai mon propre podcast pour la NBA 2K League, qui est une ligue virtuelle du jeu vidéo. Puis je m'intéresse vraiment au podcast. Donc, quand Luc a mis un podcast, sa première épisode, je l'ai écouté. Là, c'était vraiment intéressant. Donc, j'ai dit, OK, ben, je vais essayer ça. Mon fils, ça faisait déjà quelques mois qu'il avait ça. Je pense que Luc, il avait même acheté il avait ouvert un compte pour lui, pour sa fête. Et puis là, il avait donné des cadeaux, des choses, mais mon fils n'avait pas pris ça au sérieux non plus. Donc, quand moi, j'ai commencé ça, il a repris ça au sérieux. Puis Luc nous envoyait des cadeaux pour nous commencer, parce que c'est comme ça que ça se fait. Luc m'a envoyé une coupe de cadeaux qu'il a acheté pour 1 ou 2 piastres. Puis là, si on regarde, je pense le meilleur exemple que je peux donner, je pense qu'il regrette ça. Il m'a même dit que les cadeaux, ça serait les cadeaux pour les prochaines 25 années maintenant avec la valeur des cadeaux. Parce que un des cadeaux qu'il nous a envoyé, c'était un Jokic pour, je pense qu'il l'a acheté pour 5$. Et puis maintenant, ça vaut, je pense, 3 ou 4 000. Donc les fêtes puis les Noëls, je pense pas qu'on va recevoir des cadeaux de Luc pour une couple d'années. Mais c'est ça. Moi, je suis arrivé à temps où j'ai pu investir, je pense, à peu près 100$ de mon argent. Puis mon compte est rendu, il y a quelques semaines, est rendu à 40 ou 5 000 avoir juste mis 100$ dans Top Shot. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il y a beaucoup de monde qui met plus d'argent que ça. Mais c'est juste un exemple de d'être là au début du mois de janvier puis d'être là maintenant, c'est un peu différent. Alex, aussi, j'ai 2 autres choses à dire. Max, si vous me permettez, aussi, surtout qui appartient aux les gens qui sont sur Top Shot. Alors, il y a 2 users qui viennent du Québec, de Montréal. Alors, il y a un gars au Québec qui présentement, il essaie de collectionner 1000 Cody Zeller. Alors, le joueur Cody Zeller, il y a un gars, je pense, qui est à Québec, qui essaie de collectionner 1000 cartes virtuelles sur Top Shot de Cody Zeller. Il est rendu à comme 750, 800. Je ne sais pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Puis, il y a un autre gars aussi. Le gars qui a acheté la semaine passée la carte pour 208 000, lui aussi, il vient de Montréal. Il habite à Los Angeles, mais il vient de Montréal. Alors, le gars qui est le top, qui a acheté le plus gros achat jamais sur Top Shot, il vient de Montréal aussi, ce gars-là. Puis c'était quoi pour Max, le fun? Là, je suis certain que tu as plusieurs questions. Là. Oh, OK. Premièrement, c'était quoi le moment à 208 000? Je suis curieux. Je pense que c'est un moment de LeBron, parce que c'est un de ses moments les plus rares. C'est dans Top Shot, il y a différents sets. Alors, il y a des sets qui s'appellent comme Denied, où c'est tous des gros blocs, des affaires comme ça. Alors là, il y a un set qui s'appelle Cosmic, que c'est le premier set jamais qui a été créé. Ils vont jamais en faire plus. Puis chaque carte, il y en a seulement 49. Alors, ils ont acheté une des 49 de LeBron. Okay. Bon, ma première question, c'est sûr que là, j'en apprends un peu plus. Si moi, je veux m'inscrire, il faut que j'aille sur le site Internet pour me créer un compte.
puis après ça, je peux commencer à acheter des moments ou mettre en ligne. Là, je pense qu'Alex me disait qu'il y a des fois que tu dois être en file d'attente pour accéder à des paquets, c'est ça? C'est ça. Puis l'expérience d'ouvrir les paquets, c'est super fun, même si c'est en ligne, virtuel. Ils ont fait ça vraiment à slick Top Shot. C'est vraiment beau. Alors, tu as un beau paquet, il y a la belle musique comme hip-hop qui joue. Ensuite, tu cliques chaque fois sur chaque petite carte qui se tourne et ensuite tu vois, j'ai eu Jordan Clarkson ou même Pascal Siakam, tu sais. Puis ça tourne, puis ça te montre le beau jeu, tu sais. C'est le fun, mais moi, c'est ça. Il faut se mettre en ligne, là, parce que là, il y a trop de gens qui joignent à Top Shot. Alors, il faut se mettre en ligne, tu sais, pour 1 heure ou 2, attendre, acheter son paquet. Puis l'autre jour, il y a plus que 200 000 de gens qui ont attendu quelques heures pour acheter un paquet. Alors, il faut être patient au Top Shot maintenant. Il faut prendre son temps. Et Philippe, ça, vraiment, pour la NBA, entre autres, c'est une source de revenus exceptionnelle. Tu parles, Luc, des gens qui ont fait la file. J'ai fait la file moi-même, je pense que c'était samedi, pour une pré-vente. Il y avait 160 000 personnes, je pense, qui ont eu droit à un paquet. Un paquet à 9,99 US. Donc, on n'est pas obligé d'être très, très bon en maths. Là. En une journée, Top Shot a fait 1,6 million de dollars. Vendredi, je pense qu'il y a eu 1100 paquets à 100 dollars. Donc, 1 autre million. Est-ce que Top Shot va devenir, Philippe, une machine à imprimer de l'argent, entre autres, pour l'NBA? Oui, ils peuvent le faire parce que je pense qu'ils ont dit au début, quand moi j'étais arrivé, les packs étaient tous disponibles. Il y en avait 25 000 par jour. Ça prenait 2 ou 3 journées avant qu'ils disparaissent. Moi, je ne les achetais pas. Moi, je faisais mes choses sur le marché au lieu parce que je trouvais que les packs n'avaient peut-être pas de la valeur avec certains joueurs. Mais maintenant, si tu achètes un pack pour 9,99 $, il y a la valeur de probablement 50 ou 60 $ minimum dans chaque paquet. Puis c'est un LaMelo Ball ou un LeBron James, c'est des 1000 et des 1000 de dollars. Donc, en premier Top Shot, ils ont dit, notre but à nous autres, c'est de toujours avoir des packs disponibles pour les gens. C'est ça qu'on veut faire. Mais là, ils ont essayé ça. Puis les gens continuent à arriver. Puis ils n'ont même pas fait de l'avertissement sur la télévision. Ils n'ont pas fait de publicité encore. Je pense qu'ils vont planifier quelque chose peut-être pour l'ajout d'étoiles cette fin de semaine, mais ils n'ont même pas fait de publicité encore. Et puis les gens ne peuvent pas arrêter d'acheter les paquets parce qu'il y a de la valeur dans chaque pack. C'est ça l'affaire. Même les packs de 999 $, tu penses que c'est fou. Puis il y en avait juste, je pense, c'était quoi, Luc, 2300 qui étaient disponibles. Ouais, c'est ça. Puis il y a 25 000 personnes qui se sont mis en ligne pour acheter un paquet qui coûte 1000 $ en américain. Puis les gens étaient enragés qu'ils n'ont pas eu un. Fait que la valeur dans chaque pack était environ 3 ou 4 000 $. C'est ça l'affaire. À la fin du compte, ça valait au moins. Si tu avais un LeBron, c'est des 10, c'était comme 15 ou 20 000 $. Mais c'est ça. À ce point-ci, on est encore dans les premiers quelques mois. Puis les gens continuent à arriver. C'est ça. La publicité n'a même pas commencé. Puis, est-ce que c'est seulement des highlights de la saison actuelle où tu disais l'année passée Vince Carter? Donc, on n'est pas encore allé dans les belles années. Là, je pense juste à Jordan qui a le Game 6 winning shot contre le Jazz. Donc, on a juste gratté la surface là encore là, du côté de la Ligue. Ouais, c'est ça. Ben, ils ont commencé l'année passée avant. Alors, les highlights, ça commence avant le COVID. Alors, ça commence au début de l'année. La saison 2019-2020, mais là aussi, il y a des highlights qui sont dans le bubble en Floride aussi. Alors, ça fait encore comme le fun un petit peu. Disons que Top Shot, dans 10 ans, on a des partisans, le basket, c'est normal. Ça va être drôle de regarder les cartes de la première saison qui sont dans le bubble où il n'y a personne là. Mais aussi, ils ont fait un set l'année passée où ça s'appelle Run It Back. Puis c'est pour l'année 2013-2014, la saison 2013-2014. Alors là, on a des cartes de Dirk Nowitzki, Kevin Garnett, Paul Pierce, Steve Nash. Puis là, ils vont faire une autre bientôt où c'est l'année, je pense que c'est une année entre 2005 puis 2010, on ne sait pas laquelle. Mais là, on va voir Allen Iverson, Tracy McGrady et aussi Shaq. Alors finalement, il va y avoir Shaq dans Top Shot. Puis là, Max, tu as raison, c'est que là, on pourrait faire n'importe quelle saison de basket. Alors, c'est sûr que le Jordan Game 6 Winners, ça va venir un jour, mais plus tard, disons, c'est une des meilleures shots jamais. Alors, ils vont prendre leur temps à nous montrer c'est ça. sûr. Il va y avoir de l'argent à faire avec ça. Ah ouais. Messieurs, avant de vous laisser aller, qu'est-ce qui va faire le succès de Top Shot à long terme? Parce que là, il y a un paquet de gens, justement, depuis le mois de janvier
qui se sont amenés dans Top Shot comme... J'imagine que c'est des amateurs de basketball, c'est des amateurs de cartes, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés pour faire de l'argent avec Top Shot. Est-ce que c'est quelque chose qui va être viable à long terme, selon vous? Je pense que oui, parce qu'on en parlait hier, la limite, c'est vraiment, il n'y a pas de limite. On peut incorporer les moments de Top Shot, des choses comme ça, avec des récompenses comme avoir des courtside seats à des joutes, des choses comme ça, si c'est un certain moment. Il y a tellement de possibilités qu'ils peuvent faire. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant, c'est qu'ils doivent avoir des moments disponibles pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent maintenant qui ne sont pas capables d'acheter des packs, à part de la vente la semaine passée où ils ont mis 600 000. Mais ça, ce n'est pas la même chose. Les gens veulent accès à ça à tout temps parce que le marché, dans le moment, c'est pas facile pour une nouvelle personne d'arriver puis dépenser une couple de 1000$ sur le marché parce que tout est cher dans le moment. C'était plus cher il y a quelques semaines, mais c'est quand même cher pour une personne. Puis tu ne veux pas être pris avec une carte à 5 000 si elle descend à 1000 aussi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est comme ça. Pour moi, qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est que je suis un gros partisan des sports, je suis un gros partisan de la NBA. Je ne suis pas vraiment dans le stock market. Moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je n'ai pas vraiment le temps pour tout étudier ça puis voir comment ça marche. Donc, pour moi, les sports, c'est plus facile. Ça l'aide vraiment avoir de la connaissance des sports ou de la NBA parce que là, tu peux prédire des choses. Tu peux prédire les joueurs qui vont monter en valeur et les choses comme ça. Donc, ça l'aide un peu à avoir des pensées ou du knowledge pour le basketball parce que moi, ça m'a aidé en tout cas. C'est pour ça que j'ai été capable. Je n'ai pas juste acheté quelques moments, puis là, je suis rendu à 40 000 ou 5 000. J'ai été capable de faire des ventes, puis là, acheter d'autres moments parce que je suis un gros partisan du basketball. Luc et Philippe Doucet, merci beaucoup encore une fois pour votre présence au balado du Centre-Ville. Et là, je suis certain que les gens vont être beaucoup plus éclairés à savoir qu'est-ce qu'est Top Shot, le phénomène Top Shot. Et j'ai l'impression que Max Boudreau là, va se garrocher sur les moments de Dirk Nowitzki. Donc, Max, d'après moi, il va falloir que tu parles à ton banquier dans les prochaines semaines. On invite les gens également à visiter votre compte Twitter de First Mint et à écouter ou regarder votre balado qui porte le même nom, disponible entre autres là, sur YouTube et via toutes les plateformes là, de balado. Encore une fois, Luc et Philippe Doucet, merci beaucoup pour votre présence ce matin au balado du Centre-Ville. Merci les gars. Bonne chance. Oui, donc Max, je pense qu'il faut que tu prennes un rendez-vous avec ton banquier super pour réussir à ramasser de l'argent, amasser un prêt pour aller chercher quelques moments de Dirk Nowitzki. Oui, c'est sûr. Écoute, Dirk Nowitzki est mon joueur préféré de tous les temps. Mais c'est incroyable de voir comment la NBA s'adapte rapidement au nouveau marché. Ils sont avant-gardistes, on dirait. Tu sais, Top Shot, là, ça n'existe pas dans la Ligue nationale, ça n'existe pas au football. Écoute, je ne suis pas sûr, là, je ne me suis pas renseigné. Je l'ai appris cette semaine quand toi, tu m'as mentionné que tu étais en ligne pour payer des highlights virtuels que je ne te croyais pas au départ. Mais c'est incroyable, là, à la fin de l'année, la Ligue a trouvé une façon originale, nouvelle, de faire de l'argent. Puis en toi puis moi, là, ça leur coûte rien là, faire des séquences vidéo. Là. Le serveur, c'est quoi, il y a des coûts, mais il n'y a comme pas de coûts pour créer une carte en carton. Tu n'as pas de designer graphique à payer aussi. Donc, les coûts sont moindres et des faits saillants. Tu en as des centaines chaque soir. Là. Exact. Puis on a gratté juste la surface là, en termes que c'est les saisons cette année. Puis l'autre chose, c'est ça, c'est incroyable où ça va arrêter. Puis l'autre ce que j'aimais que les gars disaient, c'est que il y a zéro publicité. Là. Moi, je suis le basket, je suis analyste. Je connais la NBA. J'avais aucune idée, à part de la semaine passée, quand tu me l'as mentionné vendredi, que ça existait. Tu as déjà des 200 000 personnes qui attendent en ligne virtuelle, pour un paquet à 10$. C'est incroyable. Moi, je pense que le match des étoiles, ça va être une super belle plateforme. On parle de joueurs vedettes qui n'est pas dans le dunk contest, mais si c'est un super dunk, si c'est un super moment, c'est sûr que le lendemain ou la semaine d'après, il va y avoir des packages dunk contest à Atlanta. Oui, parce que j'imagine aussi que les joueurs qui participeront au concours de dunk, leur moment présentement, je peux me tromper, je peux aller voir sur le marché, mais comme ce ne sont pas nécessairement des joueurs vedettes, ça ne doit pas être si cher que ça. Et s'il y en a un qui réussit un dunk exceptionnel, j'ai l'impression que la valeur va augmenter. Donc, essentiellement, c'est comme avoir des cartes virtuelles, mais ça a comme un lien également avec les
marchés financiers. Il y a des cartes à la hausse, à la baisse, et ça peut monter excessivement rapidement, baisser rapidement également. Généralement, tu vas avoir le numéro du chandail. Donc, si tu as un moment qui est disponible sur 49 éditions, si le joueur X porte le numéro 9, tu veux avoir le 9 de 49 et là, ça vaut encore plus cher. Donc, très intéressant, Top Shot. On remercie également David Dubois de Pied Géant et William Archambault. En terminant, Max, je suis désolé, il reste 1 minute. Tes héros et tes zéros de la dernière semaine dans la NBA. On va faire ça vite. Écoute, j'ai décidé de mettre ça à des équipes et non des joueurs individuels parce qu'on a parlé tellement des snobs, des joueurs d'All-Star. Donc, mes héros de la semaine, c'est les Suns de Phoenix. Les Suns, ce matin, on se réveille, sont 2e dans l'Ouest. Ont gagné 15 de leurs 18 derniers matchs. Puis on dirait qu'il n'y a pas personne qui parle d'eux autres, à part que Devin Booker était snobé du match des étoiles. On sait que Chris Paul a été choisi pour être là, mais c'était comment ça, Devin Booker n'est pas là non plus. Et lentement mais sûrement, les Suns sont en train de se faufiler, si je peux dire, devant les 2 équipes là, de la Cité des Anges, là, Los Angeles, les Lakers et les Clippers. Donc, mon héros, là, mon équipe héroïne la semaine, les héros Boudreau vont aux Suns de Phoenix. Et de l'autre côté, on reste dans l'Ouest. Les héros de la semaine, ou je te dirais des 2 dernières semaines, les Rockets de Houston. Écoute, c'est incroyable la dégringolade qu'on a de cette équipe-là. Ça va pas bien à Houston. Houston, we still have a problem, comme je dirais. On est rendu à 12 défaites consécutives. Mon choix 1B, là, c'était les Kings de Sacramento aussi, là, mais ils ont gagné un match récemment, mais eux aussi étaient sur une grosse léthargie. Mais le problème à Houston, là, c'est à leur 10 derniers. Le problème à Houston, exact, Alex, c'est que on veut reconstruire, mais là, on a des joueurs, on est allé chercher Oladipo en disant hey, peut-être qu'il va re-signer, mais clairement, c'est un joueur qui va tester le marché des joueurs autonomes ou qui va demander à être échangé. On a le retour de James Harden ce soir à Houston. Je suis très déçu qu'il n'y ait pas de partisans parce que ça aurait été un classique à regarder. Ça aurait été un moment top spin, c'est sûr. Mais mes zéros Boudreau des 2 dernières semaines là, vont aux Rockets, qui sont en dégringolade complètement là, avec 12 défaites consécutives. Je peux me tromper, mais à Houston, il y a peut-être des partisans, effectivement. Je sais que le gouverneur du Texas là, est très, très lousse en ce qui a trait à la COVID. Donc, il y aura peut-être effectivement il n'y en aurait pas assez, ça ne sera pas plein. Non, c'est sûr. Ça ne sera pas plein. C'est sûr que c'est toujours des matchs que tu regardes lorsque c'est un joueur, je pense récemment à Anthony Davis qui avait exigé d'être changé d'adresse quand il est retourné à New Orleans. Il était blessé malheureusement. Je me souviens du bon temps que Vince Carter était retourné à Toronto quand il avait demandé d'être échangé. C'est toujours des matchs que tu regardes parce que tu sais que les partisans sont déjà dedans, puis le match est à 0-0, puis que le joueur est introduit, puis c'est les huées, là, puis c'est à peine s'ils ne peuvent pas lancer des affaires sur lui là, sur le terrain. Maxime Boudreau, c'est ainsi que cette édition du Centre-Ville, l'édition du 3 mars, se conclut. On a parlé environ d'1 heure. C'était vraiment plaisant de pouvoir parler avec le propriétaire de la boutique Pied Géant, David Dubois. On a parlé avec Luc et Philippe Doucet, des amateurs de Top Shot de la NBA qui ont leur propre balado et leur compte Twitter The First Mint, qui porte le même nom que le balado. Pour notre part, on se retrouve dans 2 semaines, donc mercredi le 17 mars. Il sera évidemment question, on reviendra en fait sur le concours d'habileté, concours de dunk et le match des étoiles de la NBA. On sera là essentiellement à 1 semaine de la date butoir des transactions dans la NBA. Donc, il sera grandement question des transactions possibles dans la NBA. On vous rappelle, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent mercredi le 3 mars, du basketball ce soir sur nos ondes, les Raptors de Toronto qui vont affronter les Pistons de Détroit. Et il faut rappeler aux gens le match des étoiles, concours d'habileté, concours de tir de 3 points, concours de dunk, vous sera présenté sur les ondes de RDS à compter de 18h30 dimanche. J'y serai en compagnie de Peter Yiannopoulos et de William Archambault. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Bonne journée, Max. Bonne journée tout le monde.